Dans cette quatrième capsule, nous allons aborder comment peut-on étudier la formation du système nerveux in vivo. Lorsqu'on parle de modèle animal, on pense au modèle souris. Mais l'utilisation d'autres modèles, plus éloignés dans l'évolution de l'espèce humaine que la souris, a permis d'accroître notre compréhension des mécanismes régulant la formation du système nerveux. Ce sont des modèles animaux invertébrés, et nous allons en voir deux qui sont les principaux utilisés en biologie du développement. Quand on parle d'invertébrés, on pense aux insectes. Et la drosophile, aussi appelée mouche du vinaigre, ici en photographie sur la diapositive, est un modèle couramment utilisé dans les laboratoires depuis son introduction par Thomas Hunt Morgan. En effet, ce modèle présente de nombreux avantages. Petite taille, quelques millimètres, progéniture importante, cycle de vie court, reproduction facile et peu coûteuse. Également un génome séquencé et de nombreuses approches génétiques permettant de modifier son génome. Enfin, même si cette mouche est morphologiquement très différente de l'homme, plus de 75% des gènes impliqués dans des pathologies humaines sont retrouvés dans son génome. Mais qu'en est-il de son système nerveux? Comparé à la taille du cerveau humain, son cerveau est très petit, voire minuscule. On peut alors se demander pourquoi et comment cette mouche est utilisée en neurosciences. Eh bien, en fait, son système nerveux est très complexe. Il est composé d'un cerveau et d'une corde nerveuse ventrale. Plus de 60 structures différentes ont été identifiées dans ce cerveau. D'ailleurs, une nomenclature pour ces régions a dû être établie en 2014. Environ 135 000 neurones sont présents dans le cerveau et sont répartis dans 3 grandes régions cérébrales. Cette drosophile présente de nombreux types de comportements. Ces comportements sont complexes et en fait, elle est devenue un modèle pour les addictions, pathologie que vous étudierez un peu plus tard au cours de ce MOOC. L'utilisation de la drosophile a permis, par exemple, l'identification des mécanismes moléculaires impliqués dans l'addiction à l'alcool. Mais qu'en est-il par rapport à la formation de son système nerveux? La formation du système nerveux de la drosophile peut sembler différente de celle des mammifères, car il va se former au cours de 2 vagues qui se déroulent lors des différents stades de vie de l'animal, stade de vie embryonnaire, larvaire et ensuite nymphale. Mais en fait, de grandes similitudes existent entre la formation du système nerveux chez la drosophile et chez l'homme. Premièrement, les mêmes mécanismes moléculaires qui régulent l'induction neurale des vertébrés et donc des mammifères, également régulent l'induction neurale de la drosophile. De plus, des cellules souches neuronales, dites neuroblastes, existent chez cet animal et ont la propriété de proliférer et de se différencier par division asymétrique, comme cela se passe chez les mammifères. Ainsi, ces neuroblastes ont été utilisés pour comprendre comment différents types neuronaux sont formés par ces neuroblastes, comment cette division asymétrique est régulée. Par exemple, on a mis en évidence l'importance de facteurs environnementaux tels que la nutrition. Ces neuroblastes ont permis d'identifier également la cascade génétique qui contrôle l'identité des neurones produits par ces cellules souches. Ainsi, ils sont devenus un modèle idéal pour les cellules souches neuronales humaines. Un autre invertébré est aussi très utilisé en neurosciences, ici représenté sur cette photographie, c'est un nématode, c'est-à-dire c'est un ver rond non parasite qui est appelé Ceronadictis elegans. L'utilisation de ce modèle en recherche, notamment en neurobiologie, a été développée par Sidney Brenner il y a environ une 50aine d'années. Cet animal présente de nombreux avantages qui sont similaires à ceux de la drosophile: petite taille, cycle de vie rapide, élevage peu coûteux, il se nourrit de bactéries, reproduction facile, il est hermaphrodite et son génome a été séquencé et de nombreuses techniques de modification de son génome sont disponibles. Malgré sa différence morphologique avec les mammifères, plus de 80% des protéines de C. elegans sont retrouvées dans le génome humain. Malgré sa simplicité, ce ver possède un système nerveux qui est composé d'un cerveau sous forme de plusieurs ganglions retrouvés dans la tête et dans la queue de l'animal. Il y a également une structure similaire à une moelle épinière le long de l'axe antéro-postérieur de l'animal. Ce système nerveux peut être mis en évidence ici sur la diapositive en vert grâce à des animaux transgéniques qui permettent l'expression d'une protéine qui fluoresce en vert que dans le tissu neural. Ce tissu neural, c'est le tissu le plus complexe du ver, aussi bien d'un point de vue du nombre de cellules qui le constituent. Il possède 302 neurones et 56 cellules gliales, soit un total de 37% des cellules somatiques de l'animal. Mais également, il est complexe d'un point de vue diversité. On compte 118 classes de neurones différentes et 7600 synapses. Comparé à l'homme, effectivement, ce nombre de neurones et de synapses est très faible. Mais c'est également un avantage pour pouvoir étudier assez facilement les différentes connexions neuronales.
De plus, le lignage cellulaire de cet animal est décrit et il est invariant. C'est-à-dire qu'on connaît exactement la descendance cellulaire de chaque cellule neuronale. Enfin, il existe chez cet animal une mort cellulaire programmée et donc C. elegans est devenu un modèle de vieillissement cellulaire et neuronal. Bien que son anatomie soit très différente à celle du cerveau humain, le fonctionnement biochimique du cerveau de C. elegans fonctionne comme celui des mammifères. Présence de récepteurs, de canaux ioniques, de composants synaptiques, C. elegans utilise les mêmes neurotransmetteurs classiques retrouvés chez les mammifères, tels que le glutamate, le GABA, la dopamine, la sérotonine, etc. De façon encore plus surprenante, une variété de comportements sociaux existe chez cet animal, tels que l'agrégation d'individus, de stratégies d'accouplement, d'attraction mutuelle, de ressenti de densité de la population, de réponse au toucher, etc. Des périodes de repos similaires au sommeil des mammifères ont également été identifiées. Un exemple de comportement social est montré sur la figure. À gauche, l'analyse des vers sauvages en train de se nourrir montre que ceux-ci sont dispersés dans la boîte. À droite, ce comportement est très modifié chez des vers mutants puisqu'ils se nourrissent en groupe, démontrant donc un phénotype qu'on appelle phénotype de comportement alimentaire social. Ainsi, C. elegans est récemment devenu, dans les 10 dernières années, un animal modèle pour des neuropathologies à composantes développementales telles que les syndromes autistiques. Ces deux modèles invertébrés possèdent un système sensoriel, un système nerveux et des comportements sociaux très variés. Malgré ceci, ces deux modèles ne sont pas inclus dans la législation européenne sur l'utilisation des modèles animaux en recherche. Ce sont des modèles dits non sensibles, dont l'utilisation est présentée comme une méthode alternative à l'expérimentation animale. Les connaissances scientifiques nouvelles sur la neurobiologie de ces modèles soulèvent donc des questions sur la perception de la douleur qu'on ne peut pas évaluer à l'heure actuelle chez les espèces et sur l'inclusion des espèces invertébrées dans les législations sur l'expérimentation animale.